Très bien. Alors tout d'abord, mesdames, messieurs, je voudrais bien sûr vous saluer, vous remercier d'être présents pour cette conférence. Je vais bien sûr tout d'abord saluer le général Gilles Lilot, général de corps d'armée, officier général de la zone de défense de la sécurité Est. Et puis bien sûr, mais vous le connaissez toutes et tous, Arnaud Danjean, donc, qui est député européen, président du comité de rédaction de la revue stratégique de défense et de sécurité nationale. Je tenais aussi tout particulièrement à saluer l'ensemble des autorités ici présentes, notamment aussi monsieur le préfet présent ici. Je voudrais tous vous saluer entre vos grades et responsabilités de chacun, mais c'est un petit peu compliqué puisque vous êtes très nombreux. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'être présents. Saluer bien sûr Josiane Cornelou, députée de la circonscription du Charolais. Et puis, je voudrais oublier personne, mais quelques élus présents ici. En tout cas, merci de votre présence. Voilà, alors cette conférence, finalement, est dans la continuité de ce que le département a souhaité mettre en place maintenant depuis plusieurs mois en partenariat. Je rappelle, on a mis 3 choses en place. La réserve citoyenne, donc l'engagement bénévole en service au lien donc, des armées. On a mis en place la réserve opérationnelle, donc c'est une convention d'appui pour inciter les agents à s'engager dans cette activité, investissement pour aider la capacité opérationnelle de l'armée. Et puis, le 1er juillet 2017, nous avons organisé, je tiens à saluer aussi bien sûr un des grands organisateurs avec le département, le colonel, qui a su en effet trouver les idées, l'organisation avec le département pour mettre en place cette journée de l'armée qui a eu lieu donc le 1er juillet. On a eu quelques événements intéressants, puis surtout la population qui a répondu présente, puisqu'il y a eu plus de 15 000 personnes, et Dieu sait si le temps n'était pas favorable pour ce 1er juillet, mais en tout cas, le public était présent. On a eu vraiment une exposition très intéressante, et une nouvelle fois, je voudrais saluer les autorités militaires, puisqu'on a eu effectivement un engagement de l'armée très présent. Bien sûr, on a tous en tête le passage de la patrouille de France, la Légion étrangère, les pompiers gymnastes, pompiers professionnels de Paris qui étaient présents. Enfin, en tout cas, c'était une journée sensationnelle et on a gardé un souvenir absolument, je pense, indélébile de cette journée et une envie de recommencer. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je tenais bien sûr à remercier mes 2 invités d'être présents ce soir parce que je tenais absolument à organiser cette soirée. Et puis c'est lors d'une rencontre à Mâcon, j'ai demandé à Arnaud Danjean s'il voulait bien un petit peu nous inviter à passer une soirée pour tout simplement le travail qu'il a effectué. Et il a évidemment répondu favorablement immédiatement. Donc je vais céder tout de suite la parole au colonel Gilles Lilot qui va... Pardon, général, excusez-moi, général, qui va prendre tout... Mais c'est l'émotion devant autant de gradés ici. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est vos premiers pas à Mâcon. Vous êtes ici même, dans un lieu qui était où tous les hommes de Saône-et-Loire sont passés, puisque c'était ici où on faisait nos 3 jours. Donc, vous êtes finalement sur un lieu symbolique, mais un lieu naturel finalement où l'armée est toujours la bienvenue ici, en tout cas dans ces locaux, puisqu'il y a toute l'histoire finalement de l'armée en Saône-et-Loire qui est passée ici. Donc voilà, donc en tout cas bienvenue et encore merci. Et je vous laisse tout de suite la parole pour démarrer. Alors bien sûr, il y aura après les interventions la possibilité de poser des questions. Merci Monsieur le Président, je suis très touché par vos mots d'accueil. Effectivement, ce sont mes premiers pas en terre mâconnaise et ça fait que 2 heures à peu près que je suis là, ou 2 heures et demie. Mais j'ai déjà la conviction de revenir à titre privé parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses à voir dans cette belle terre. En tout cas, certains ont commencé à m'en donner le goût. Avant de commencer, nous avons convenu avec Monsieur Danjean que je ferai un petit propos introductif d'une dizaine, quinzaine de minutes pour vous donner l'état de l'art des armées
au jour d'aujourd'hui. Dans la perspective ensuite de mieux comprendre à quelles questions un peu la revue stratégique devait essayer à répondre dans l'environnement général et surtout la LPM. Et il se trouve que, bon, on ne l'a pas vraiment fait exprès au départ, mais bon, aujourd'hui c'est une journée d'actualité puisque la LPM est présentée officiellement au Conseil des ministres. Donc il y a des éléments de communication qui vont sortir de façon importante sur ce moment toujours très, très important du rendez-vous entre la nation et son armée. Voilà. Et donc avant de commencer ce propos introductif, juste pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, mais très brièvement, rassurez-vous, ça vous expliquera aussi pourquoi dans mes propos j'ai quelques tropismes particuliers. Bon, j'ai fait Saint-Cyr, comme certains, et j'ai fait essentiellement dans la partie opérationnelle, dans les troupes de montagne, voilà, donc à la 27e division alpine à l'époque, qui s'appelle maintenant Brigade d'infanterie de montagne. Donc j'ai passé 15 ans à crapahuter dans la région de Grenoble, du Vercors, etc., etc. Deuxième partie, après avoir réussi le concours de l'école de guerre, j'ai basculé comme spécialiste financier, où j'ai été le premier officier général sorti de l'ESSEC, qui est une grande école de commerce. Et pour une fois, les affectations ont été faites en cohérence, puisque j'ai été envoyé au bureau finance de l'armée de terre. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de choses là-dessus. Donc en gros, une carrière un peu de financier. Dans ma dernière affectation avant de venir ici à Metz, j'étais responsable d'une division que M. Dangean doit certainement connaître, qui est plan, programme, évaluation. En fait, c'est la division qui a la responsabilité de mener l'ensemble des travaux de la LPM. Donc ce dont on va parler tout à l'heure, c'est un peu le résultat de ce que j'ai préparé pendant 2 ans. Voilà. Donc je pense être une personne assez idoine pour l'analyser de ce point de vue-là. Et dernier point, j'ai fait aussi un tour comme certains de mes voisins à droite du côté des services de renseignement, où j'ai été pendant quelques années à la direction du renseignement militaire, où là aussi j'ai appris beaucoup de choses dont je vous reparlerai dans le cadre de nos propos. Voilà, brièvement passé ma carrière. Mon propos introductif. Avant d'en arriver à l'armée d'aujourd'hui, je voudrais qu'on se plonge quand même sur quelques dates importantes, parce que je crois qu'on l'a un peu perdu de vue. Mais finalement, sans revenir à Mathusalem, après la rupture stratégique de 1989 de la chute du mur de Berlin, très peu de temps après, on est rentré dans la phase de la première guerre du Golfe, 1991, dans laquelle on a constaté que dans des, je veux dire, Chirac, pratiquement dès son arrivée, de basculer dans une armée de métier, l'abandon de la conscription temporaire, et une armée de métier. Donc là, je vous parle de 1998 à peu près. En 4 ans, nous avons créé l'armée de métier. Ça nous amène à 2002-2003. Et à partir de ce moment-là, et en même temps, de nombreuses interventions à l'extérieur. Je vous les passe en général. La Côte d'Ivoire, l'Afghanistan, bien sûr, avant tout cela, le Kosovo et toute l'explosion de l'ex-Yougoslavie. Voilà, ça a été quand même le quotidien des armées, d'une armée de métier qui venait juste d'être créée. Là-dessus se rajoutent les événements du 11 septembre, qui montrent un certain nombre de choses, dont notamment l'importance de disposer d'une autonomie d'appréciation de situation. Alors, pour ceux qui sont un peu au courant, lors de la première guerre du Golfe, nous nous sommes aperçus que nous étions extrêmement dépendants de nos alliés américains pour tout ce qui touchait au renseignement. Donc, une des décisions à l'issue a été de créer notamment la direction du renseignement militaire pour que l'État puisse disposer d'une appréciation autonome de situations de niveau stratégique. Bien nous en a pris, puisque lors du peu de temps après le 11 septembre, on a eu parlé de la deuxième guerre du Golfe, dans laquelle le président Chirac, sur la base de ce que le renseignement militaire lui a dit non, nous ne participerons pas à cette deuxième guerre avec les Américains, parce que les raisons que vous invoquez, nous ne la retrouvons pas. Donc là, c'est un élément important à connaître. Quand on a un pays de la stature de la France, disposer d'une autonomie stratégique d'appréciation et donc de situation, c'est essentiel. Surtout pour un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Je continue sur les événements. Là, c'est la partie opérationnelle. Donc nous sommes intervenus dans beaucoup de pays de façon très intense. Pendant ce temps-là, arrive notamment
après la professionnalisation qui a réduit par exemple l'empreinte des armées de façon considérable. L'armée de terre avait à peu près 200 régiments à l'époque de la conscription, juste avant, et passé maintenant à 81 régiments. Voilà, donc ça a profondément modifié et l'organisation et la cartographie des armées. Et depuis 2007, la crise financière, l'armée a participé, j'aurais même presque tendance à dire beaucoup, toutes les mesures d'économie qui ont été demandées à l'ensemble des administrations. À titre d'exemple, nous avons perdu 54 000 de nos effectifs, personnes. Par exemple, l'armée de l'air a perdu un quart de ses effectifs en quelques années. Pareil pour la marine nationale, pareil pour l'armée de terre. Donc vous voyez que ça a été quelque chose d'important. En plus, on nous a demandé de nous réformer essentiellement en conservant les forces et donc en tapant quelque part sur les soutiens qu'on a considérant fragilisés, soutiens qui n'étaient pas déjà à la hauteur des exigences d'une armée professionnelle. Donc ça, c'est un constat. Nous avons participé à cet effort, mais il faut être bien conscient que la conjonction d'intensité des opérations, des réformes successives, ont considérablement, dans certains domaines en tout cas, fragilisé l'outil militaire. Voilà. J'ai donc tout balayé assez brièvement, j'en ai bien conscience, pour en arriver évidemment à l'état de l'art juste avant de parler de la revue stratégique et de la LPM qui a vocation à prendre en compte un certain nombre de points. Quand on a lancé les travaux d'anticipation de la future LPM, celle dont on va parler ce soir, dont je vous parle d'il y a 2 ans à l'état-major des armées, donc c'est ce que j'ai mené avec l'ensemble de l'état-major des armées, le constat était relativement simple. Un outil militaire qui avait fait ses preuves, qui a été très très employé d'un point de vue opérationnel, dans des opérations très usantes pour des matériels, pour les hommes aussi, et qui ont donc affecté la capacité opérationnelle globale des armées, les 3 armées. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, des soutiens. Une armée professionnelle, il faut se rendre compte que derrière un soldat en armes, il y a une logistique à assurer. Une logistique très importante, très lourde, très exigeante aussi. Et c'est cette partie-là qui a été considérablement fragilisée au nom des économies que certains ont jugées particulièrement nécessaires. Et on a fait parfois des réformes assez brutales et qui ont laissé des traces. Je ne citerai par exemple évidemment, parce qu'on a tellement parlé que je ne peux pas ne pas le citer, Louvois, qui est le contre-exemple d'une réforme malmenée de bout en bout. Voilà. Donc là où les militaires avaient, je veux dire, une confiance quasiment aveugle pour les gens qui les soldaient, c'est-à-dire qu'en quelques jours, un changement de leur situation personnelle était pris en compte, il faut constater qu'actuellement, depuis maintenant 7 ans, depuis ce phénomène, les militaires sont dans l'incertitude permanente. Dans l'incertitude permanente. Et ça touche absolument tout le monde, du soldat au général. Voilà. Donc un corps social qui a été, alors ce n'est pas que Louvois, mais un corps social qui a été là aussi remué, pour ne pas employer d'autres termes. Et ensuite, le dernier point, et j'en finirai presque par là pour cette image que je ne veux pas rendre plus sombre qu'elle n'est, parce que les militaires n'ont pas l'habitude de se plaindre, mais puisque le but ici, c'est de parler un peu de sujets généraux sur la défense, au nom des économies, pour raisons qu'on peut comprendre, beaucoup de renouvellements de matériel ont été différés. Et donc, la photo d'aujourd'hui, c'est vous dire, y compris sur les fonctions éminemment stratégiques, que nous avons été probablement bien au-delà du raisonnable en termes de vétusté des matériels. Un bateau de guerre, quand il a passé 30 ans, il rentre dans une zone rouge d'entretien et de disponibilité. Les trois quarts de notre flotte est au-delà de 30 ans. Pareil pour les avions, il faut quand même que vous sachiez que nous avons des avions, et pas que un ou deux, beaucoup d'avions qui sont de la génération des Caravelles. Et certains de ces avions volent dans le cadre, j'allais dire, de fonctions stratégiques éminentes. Voilà, donc je vous parle donc d'avions qui volent depuis plus de 50 ans. Voilà. Pareil pour l'armée de terre, où moi je suis rentré à Saint-Cyr juste en 1981, et je venais de voir arriver les fameux véhicules de l'avant blindé. Je vais bientôt partir de l'institution, c'est comme ça.
à la retraite, hein, ça arrive à tout le monde, même aux gens bien. Et finalement, ils sont toujours là, ces VAB, ils rendent d'éminents services, mais leur entretien nous coûte de plus en plus cher. Et on en a perdu quand même pas mal dans les différentes guerres. Voilà. Et tout ça sans renouvellement. Donc tout le monde a été atteint là-dedans. Donc en clair, on a tiré l'élastique au maximum. Il était temps maintenant de le détendre. Et c'est dans ce cadre-là que la revue stratégique dont M. Danjean va nous parler a été construite, me semble-t-il, et surtout que la LPM qui est annoncée maintenant a vocation, me semble-t-il, à répondre à ces attentes. Donc retenez un outil militaire usé, qu'il est important de renouveler, et un fonctionnement général ou un soutien qui a été, je veux dire, très fragilisé et qu'il est temps de consolider ou d'arranger ou de réparer. Plus d'autres problématiques dont je n'ai pas parlé, mais on pourra évoquer éventuellement après, sur la dissuasion nucléaire, évidemment, sur le renseignement, sur l'innovation, etc. Voilà, je vous passe la parole, M. Danjean. Merci, mon général. André, merci de ton invitation et de ton accueil, monsieur le préfet. Mesdames, messieurs, je ne peux pas pouvoir saluer tout le monde, pardonnez-moi, même si beaucoup de visages sont familiers. Madame la députée. Je suis très heureux d'être là parce que, évidemment, c'était un peu frustrant d'avoir à présenter cette revue stratégique à l'autre bout du monde et de ne pas encore l'avoir fait dans son département. Donc voilà qui sera réparé grâce à ton invitation. Je pense en plus que c'est un travail pédagogique, en tout cas moi je le vis comme tel, qui a son intérêt, à la fois pour les gens qui sont spécialistes et qui suivent ces questions de défense de très près, il y en a beaucoup dans la salle, et puis pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec ces problématiques, mais qui de toute façon sont interpellés chaque jour par l'actualité, dans laquelle on voit que les questions de sécurité et de défense ont pris une importance considérable. Et puis hasard du calendrier, lorsque nous avions retenu cette date du 8 février, ça n'avait absolument rien à voir avec la loi de programmation militaire, la fameuse LPM dont le général a parlé, et puis il se trouve qu'elle a été dévoilée publiquement aujourd'hui, présentée en Conseil des ministres. Donc il y a une vraie actualité. Dès que vous allez rentrer chez vous, vous allez allumer la radio, la télé, on va parler que de ça. Donc ça tombera bien parce qu'on va essayer de vous donner quelques éléments qui permettront peut-être d'apprécier de façon un peu plus actualisée et pertinente ce que les médias vont vous présenter sur cette loi de programmation militaire. Je voulais remercier le colonel de Coligny, sans qui cette soirée n'aurait pas été possible. Et je suis vraiment très heureux de voir que l'activité de la délégation militaire départementale, en association avec le conseil départemental, fait de la Saône-et-Loire un département qui, reconnaissons-le, n'est pas un département militaire à l'égal de beaucoup d'autres départements qui disposent de bien plus d'implantations, fait du département de Saône-et-Loire un département où il se passe des choses. Tu as rappelé la journée des armées qui a été formidable, 1er juillet 2017, vraiment un succès populaire considérable. Je crois que c'est quelque chose qui devra être renouvelé. Je crois que c'est même quelque chose qui pourra servir d'exemple dans beaucoup d'autres départements. On parle beaucoup du lien armée-nation, nous en avons parlé dans la revue stratégique. C'est parfois perçu comme étant un maillon faible de notre communauté de défense au sens très large. Depuis la professionnalisation, il y a toujours la crainte que ce lien se soit distendu. Et on le voit dans un département comme le nôtre, encore une fois, qui n'a, le service des essences est un élément important, mais on voit bien que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous avons pu être par le passé, et on pourrait craindre que ce lien armée-nation se soit considérablement distendu. La journée que vous avez organisée a montré qu'il y avait un lien extrêmement fort, un attachement extrêmement fort, une affection, j'allais dire, et une curiosité qui ne se démente pas. Et ça, c'est très rassurant. Alors, je suis très heureux que la soirée d'aujourd'hui, modestement, apporte une contribution aussi à ce lien entre le département et nos armées. Je vais vous parler donc de cette revue stratégique qu'on peut trouver sur le site du ministère des Armées, dont on a apporté quelques exemplaires ici. Alors, je ne vais pas vous lire la revue stratégique, et puis je ne vais pas vous restituer l'intégralité de ce qu'il y a dedans, d'abord parce que ça serait un peu fastidieux. Je pense que vous sortiriez de là un peu assommé. Ce n'est pas forcément une lecture
très facile, c'est un document technique, c'est un document qui se veut, j'allais dire, opératoire pour les forces armées, mais je vous en ferai quand même une synthèse, j'essaierai de vous faire ressortir ce qui me semble être les points saillants, et puis on parlera un petit peu de la loi de programmation militaire qui a été dévoilée aujourd'hui, et puis je commencerai par vous dire comment ce bouquin a été élaboré et comment j'en suis arrivé à piloter cette revue stratégique, ce qu'on appelle un peu le making-of maintenant voilà, pour que vous ayez des éléments d'information qui ne sont pas forcément encore dans le domaine public et puis qui racontent un peu la petite histoire de cette revue. Parce que d'abord, rien ne me prédisposait à la présider. J'avais rien demandé. Je ne savais pas qu'il allait y avoir une revue stratégique. Et je continuais tranquillement mes activités de parlementaire européen. Et c'est la ministre des Armées, la précédente, Madame Goulard, qui se trouvait être une ancienne collègue du Parlement européen, qui m'a appelé un jour en me disant, voilà, le président de la République veut faire une revue stratégique, ça doit être lancé rapidement, ça doit être fait rapidement, on veut quelqu'un d'indépendant pour la piloter, et ton nom circule. Donc, il faut que tu me dises si tu veux ou si tu veux pas. Et tu as 24 heures pour me donner ta réponse. Alors, évidemment, quand ça vous tombe dessus, d'abord, c'est un grand honneur, et on le prend comme tel. On se demande, enfin, en tout cas, moi, ma première réflexion, c'est de dire, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis capable de le faire, intellectuellement, politiquement? Et ça ne va pas de soi. Et donc, j'ai consulté très vite quelques personnes de confiance, essentiellement des responsables militaires, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et face à l'unanimité qui s'est dégagée pour me demander d'accepter cette mission, et que c'est une mission que je considère comme étant une mission transpartisane, je considère que la défense nationale n'a pas à souffrir de jeux politiciens, et que la défense nationale est dans l'intérêt supérieur du pays, et que quand on nous confie une mission dans ce domaine-là, elle peut se refuser. Mais en tout cas, elle n'a pas à se marchander ou à être négociée par j'allais dire, par des petits calculs. Et donc, la seule chose que j'ai demandé avant d'accepter, outre que j'ai pris l'avis des responsables militaires avec lesquels j'allais être amené à travailler, dont le chef d'état-major des armées d'alors, Pierre de Villiers, avec lequel je n'avais pas forcément une relation de proximité, mais avec lequel j'avais depuis de longtemps une relation de confiance, j'ai accepté à deux conditions. Premièrement, de garder une totale indépendance. Il n'aura pas échappé à beaucoup de gens que je n'appartiens pas au parti du président de la République, et je n'avais pas l'intention de rejoindre son parti. Et donc, pour moi, il était important politiquement de continuer à être une personnalité indépendante. Ça ne veut pas dire que je n'allais pas écouter ce que le président de la République souhaitait voir figurer dans cette revue, parce que c'est quand même lui qui la commandait, et c'est quand même lui le chef des armées. Mais en tout état de cause, je voulais que la réflexion qui conduise à ces conclusions soit menée de façon totalement indépendante. Et la deuxième chose que j'ai demandé, c'est qu'on ne me propose rien. Je n'ai pas marchandé la présidence de cette revue pour quoi que ce soit. Et donc j'avais un contrat, entre guillemets, non rémunéré, de la durée de cette revue, qui devait être livré début octobre, et il était convenu qu'à l'issue de cette revue, et une fois la revue livrée au président de la République, je reprenais mes fonctions pleines et entières de député européen sans aucune contrepartie. Ces conditions ont été acceptées, et ça s'est très bien passé. Et donc j'ai été désigné début juillet pour présider un comité de rédaction. Ce qui est très important que je dise dès le départ, c'est que ce travail est un travail collectif. C'est un travail qui a été conduit par un comité de 18 personnes que je présidais, mais dont j'ai coutume de dire, sans aucune fausse modestie, que j'étais sans doute la personne la moins qualifiée autour de la table. Les 17 autres personnes, qui allaient du chef d'état-major des armées au délégué général de l'armement, en passant par les 3 chefs d'état-major des différentes armées, air, terre, mer, l'ancien patron des services de renseignement extérieur, un certain nombre de diplomates et d'experts. Toutes ces personnes-là sont des personnes hautement qualifiées. Et pour ma part, j'étais une sorte de pièce rapportée, généraliste, avec une certaine connaissance, avec une certaine culture de la défense, évidemment,
mais en tout état de cause, pas au niveau de l'expertise de chacun des autres membres de ce comité. Il était donc bien évident que mon rôle serait un rôle de pilotage, un rôle d'arbitrage le cas échéant, d'animation des discussions, mais certainement pas un rôle de leader au sens où j'allais, moi, faire tout seul ce travail. Et donc je me suis beaucoup nourri évidemment des réflexions qui ont été collectives, et d'une méthode de travail très collégiale. Comment nous avons procédé? La difficulté principale ayant été le temps. Nous avons été mis en place le 1er juillet 2017 par la ministre des Armées, qui entre-temps avait changé, ce qui ne simplifie pas forcément les choses. Madame Parly nous a installés le 1er juillet et le président de la République nous a demandé de rendre notre travail le 13 octobre. Période estivale en plein milieu des travaux, installation des nouveaux gouvernements, démission du chef d'état-major des armées 15 jours après notre installation. Bref, tout ça n'était pas très simple en termes de timing. Et c'était sans doute la contrainte la plus forte que nous ayons. Pour mémoire, les documents précédents, qui s'appelaient des livres blancs, avaient été généralement conçus en 8-9 mois. Nous avions, nous, 3 mois pour délivrer un produit qui devait succéder au livre blanc de 2013. Nous avons fonctionné, juste un mot technique, de méthodologie. Ce comité de 18 personnes se réunissait une fois par semaine, pendant 5 à 6 heures, à huis clos, à Ballard, au ministère des Armées, avec un thème pour chaque session de travail. Et là, c'était du secret défense, et tout était mis sur la table, avec des discussions absolument passionnantes, très substantielles, que j'animais, bien sûr, et pour lesquelles j'ai demandé à chacun, j'allais dire j'ai exigé, je n'étais pas vraiment en position d'exiger de ces gens-là, mais en tout cas, j'ai demandé à chacun de faire part de la plus grande franchise dans ce qui était exposé. Et ça nous a donné tout de suite une méthode de travail très efficace, où chacun est arrivé avec des choses très précises, des apports très substantiels et qui ont suscité des débats extrêmement riches, une grande substance, mais et avec la satisfaction de voir qu'au bout de la 2e séance, je ne vais pas dire qu'on était déjà d'accord sur tout, mais des grandes lignes de convergence se sont tout de suite tracées. Et là-dessus, le général de Villiers a joué un rôle tout à fait majeur. Il n'a participé qu'à 2 de ces sessions, mais évidemment, il était à ma droite et immédiatement, on a tracé des lignes qui se sont très vite retrouvées être des lignes de convergence pour tout le monde et qui se retrouvent dans le document final et qui se retrouvent dans le livre de Pierre de Villiers. Si vous lisez le livre de Pierre de Villiers, Servir, et au grand désespoir de certains qui auraient voulu instrumentaliser beaucoup de choses le concernant, ce n'est pas un livre polémique, c'est le livre d'un grand serviteur de l'État qui a avant tout le sens du devoir plus que le sens des intérêts personnels ou des égaux. Et dans le livre de Pierre de Villiers, en fait, vous retrouvez, j'allais dire, quasiment une autre revue stratégique, une revue stratégique bis, mais qui ressemble beaucoup à celle-ci. Pourquoi? Parce que le livre de Pierre de Villiers, en fait, il est constitué essentiellement de ce qu'il avait prévu comme étant une contribution à la revue stratégique. Sa contribution, ça faisait des années qu'il y réfléchissait à ça. Et donc, il m'avait donné des épreuves qui sont finalement les épreuves de son livre. Et je crois qu'il y a eu une grande cohérence et une grande continuité. Une des grandes satisfactions, c'est qu'après son départ, dans les conditions que tout le monde connaît et sur lesquelles je ne reviendrai pas, la continuité a été assurée. Et ça, c'est la grande force de l'institution militaire. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tout ça s'est déroulé, le général François Lecointre, que j'avais la chance de connaître depuis 25 ans, donc ça aide aussi, a pris ses fonctions et a assuré une grande continuité par rapport aux orientations stratégiques qu'il voulait voir figurer dans cette revue. Et donc, ce qui a été un choc et qui aurait pu être déstabilisant pour notre travail ne l'a pas été, en fait, parce que les militaires et les responsables militaires, dans leur grande sagesse et dans leur grande loyauté, ont continué à dérouler de toute façon une vision qui avait déjà été crantée par le prédécesseur du général Lecointre. Donc on a fait ce travail une fois par semaine, 6 heures de discussion et de débat,
Et puis pour ma part, j'avais toute latitude pour mener le reste de la semaine les entretiens nécessaires à cette revue. Ce qui m'a conduit à mener à peu près 130 entretiens avec des responsables civils et militaires, diplomatiques, industriels, du renseignement, en France et à l'étranger, moitié-moitié, avec des déplacements tout à fait importants aux États-Unis, évidemment, à Bruxelles auprès de l'Union européenne et de l'OTAN, à Londres, en Allemagne, enfin auprès de tous nos principaux alliés pour les consulter. Ils ont joué le jeu à un niveau tout à fait intéressant. Et puis beaucoup de personnalités nationales, des gens qui n'étaient pas forcément associés à notre premier cercle. Je pense notamment à la gendarmerie, par exemple, puisque ce livre, cette revue stratégique a été conduite, contrairement au précédent livre blanc, non pas dans un contexte interministériel, sous l'autorité du Premier ministre, mais par le ministère des Armées et pour le ministère des Armées. Mais ça n'empêche pas qu'on raccroche, évidemment, des gens qui ont des intérêts dans la sécurité et la défense. Donc les entretiens annexes allaient de tous les patrons des grosses industries de défense françaises jusqu'au DGGN, en passant évidemment par un certain nombre de diplomates et l'audition de l'intégralité des services de renseignement, dont la DRM, évidemment, mais la DGSE, la DGSI et la nouvelle cellule de coordination qui avait été mise en place à l'Élysée. Donc on a eu 3 mois extrêmement intenses et on a produit ce document. Ce document, grosso modo, il s'articule en 3 parties. Une première partie qui est un état des lieux. Où en sommes-nous? Où en sont les forces armées françaises? Quel est leur niveau d'engagement? Et quels sont les théâtres et les menaces principales auxquelles nous faisons face aujourd'hui? La deuxième partie, c'est dans un avenir prévisible, on nous avait demandé de nous projeter sur 1 à 10 ans, quelles sont les grandes tendances qui vont impacter nos forces armées? Quelles sont, au-delà des zones géographiques dans lesquelles il va y avoir des problèmes? Si vous vous lancez dans un travail de prévision, là vous avez toujours à peu près tout faux, c'est-à-dire que ça arrive toujours au moment où on ne s'y attend pas, dans l'endroit où on ne s'y attend pas. Donc le but n'était pas de faire un jeu de prévision où on allait cocher des cases géographiques en disant la prochaine crise, elle est là. On s'est plutôt attaché à dire, voilà, dans les 10 ans à venir, les conditions des conflits vont évoluer. Ce qu'on a appelé dans un jargon un peu technique, les modes de conflictualité vont évoluer. On ne va pas demain, dans 10 ans, on ne va pas s'affronter forcément de la façon dont on s'affronte aujourd'hui. Parce qu'il y a des révolutions technologiques, parce qu'il y a des nouveaux domaines dans lesquels la conflictualité va s'inscrire, le cyber, l'espace, tout ça ce sont des champs relativement nouveaux auxquels il faut se préparer, dans lesquels il faut se préparer, j'allais dire, à combattre, ou en tout cas à se défendre, et dans lesquels il va se passer beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus la guerre dans le désert au Sahel, de façon peut-être plus, entre guillemets, rustique. Ça veut dire que même dans le Sahel, il va falloir adapter la façon dont on fait la guerre, mais surtout qu'il va falloir être prêt à affronter des adversaires qui sont, eux, déployés dans d'autres domaines. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est, face à ces constats, où nous en sommes aujourd'hui, où nous en serons vraisemblablement demain de l'état de la menace, que devons-nous mettre en avant ? Que devons-nous mettre en avant? Quelles sont les priorités que nous devons dégager? Alors on nous a un peu fait le reproche. À vrai dire, on ne nous a pas fait trop de reproches. C'est une grande satisfaction collective pour cette revue. Mais le reproche qu'on nous a fait, c'est premièrement, vous n'allez pas assez loin pour définir quelles devraient être les priorités et vous n'allez pas assez loin pour dire quelles sont les capacités dont on doit se doter. Alors à cette critique, la réponse est assez facile, c'est de dire ça, ce n'était pas notre boulot. Ça, c'était le boulot précisément de la loi de programmation militaire qui est arrivée aujourd'hui. Nous, on est là pour faire le constat, on est là pour dresser l'état des lieux, on est là pour donner des indications, des grandes orientations, et ensuite, c'est de la responsabilité des armées et du pouvoir politique de décliner cela en capacités. Les capacités, c'est les équipements, c'est les aptitudes qu'il faut renforcer, avec les lignes budgétaires qui vont en face. Et ça, c'est un travail, mais vous en savez quelque chose en général, considérable. C'est des matrices considérables, des milliers de lignes qui vont dans le moindre détail des équipements à prévoir.
Et ça, c'était le travail de la loi de programmation militaire. Le deuxième reproche qu'on nous a fait, ça a été aussi d'être un peu trop consensuel. On me dit, dans votre bouquin, c'est pas mal, mais il y a un peu tout. Tout le monde s'y retrouve tellement qu'on ne voit pas trop... Il n'y a pas de rupture, vous innovez pas forcément, il n'y a pas un truc très novateur, très créatif que vous sortez. C'est vrai, mais ça, moi, je le revendique. Et ceux qui me connaissent un peu ici, il y en a quelques-uns quand même, savent très bien que, de mon point de vue, la sobriété de l'expression et de l'action publique, c'est souvent plus efficace que la recherche du spectaculaire, ou du polémique, ou du disruptif, comme on dit maintenant, ou du transgressif. Et donc, moi, je revendique la sobriété, peut-être parfois un peu pesante, de cette revue. J'ai voulu, alors là, en tant que président, pour le coup, mes collègues du comité y ont agréé, j'ai voulu une revue qui soit factuelle, la plus objective possible. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est organisée d'une façon assez inhabituelle dans le système français. C'est un peu anglo-saxon, ce qu'on a pris comme système. C'est-à-dire qu'il y a 321 points. Et à chaque paragraphe correspond une idée. Parce que, si vous voulez, je me méfiais des grandes phrases dans lesquelles on allait dire soi-disant beaucoup de choses, puis à l'arrivée, pas grand-chose. Donc moi, je voulais 321 points. Je ne voulais pas 321 points dès le départ. À l'arrivée, on en a eu 321. On aurait pu en avoir 650 ou 140, j'en sais rien. Mais on a 321 paragraphes. D'abord, c'est beaucoup plus facile après quand vous recherchez des références. Et pour les gens qui ont fait la loi de programmation militaire, c'était beaucoup plus facile parce que quand ils s'engueulaient pour savoir s'il fallait un peu plus d'argent pour telle ou telle armée ou pour telle ou telle arme au sein des armées, ils allaient puiser dans la revue et ils disaient le point 241 a bien dit que. Alors l'autre répondait oui, mais dans le point 146, il y a ça. Mais au moins, méthodologiquement, c'était un peu plus facile. Mais moi, je voulais quelque chose de sobre, je voulais quelque chose de factuel, je voulais quelque chose d'objectif. Et effectivement, cette revue n'est pas forcément très spectaculaire, cette revue n'introduit pas de grandes ruptures, parce que moi je pense que ce dont avaient besoin nos forces armées aujourd'hui, ce n'est pas de grandes ruptures. Nos forces armées aujourd'hui, et vous l'avez déjà dit mon général, elles n'ont pas besoin de spectaculaire, elles n'ont pas besoin qu'on les entraîne dans un plan de transformation fondamentale. Elles ont besoin d'abord de se régénérer, parce qu'on a beaucoup tiré sur la corde ces dernières années. Il faut savoir que les armées ont été sursollicitées, c'est-à-dire qu'on leur avait fixé en 2013 ce qu'on appelle des contrats opérationnels, ce qu'elles doivent être capables de faire. Aujourd'hui, 5 ans après ces contrats, la définition de ces contrats opérationnels, mais j'allais dire déjà 2 ans après qu'ils avaient été fixés, on était à 30% au-delà des contrats opérationnels. Donc un vrai risque de surchauffe pour les hommes et pour les équipements. Donc moi, la priorité pour moi, elle n'était pas forcément de se lancer dans des grands défis spectaculaires, c'était d'abord de régénérer et de consolider notre modèle d'armée. Et de fait, je trouve que, on en reviendra, mais la loi de programmation militaire qui sort aujourd'hui a pris cela en compte. Et donc ça se retrouve aussi dans la revue. Je ne voulais pas quelque chose où on parte sur des grandes idées irréalisables, parce qu'un an après, on allait venir nous voir en nous disant ouais, votre truc c'était bien beau, mais ça ne tient pas la route, et puis on est déjà hors sujet, hors cadre. Moi, je pense qu'il valait peut-être mieux être un peu plus modeste, un peu plus sobre, mais que ça tienne la route, que ça soit consistant, que ça soit cohérent, et que ça soit utile sur la durée. Et que, si possible, quand on ressortira ce bouquin dans 3-4 ans, dans 5 ans ou 6 ans, on dise finalement les constats qu'ils avaient dressés restent pertinents aujourd'hui. On sera sans doute démenti sur plein de points, mais je pense que globalement, on a quelque chose quand même d'assez compact et d'assez consistant. Donc voilà un petit peu pour la façon, la méthodologie. Le contenu. L'état des lieux d'aujourd'hui, on a d'abord commencé par dresser un état des lieux, qui, là aussi on nous a dit, mais vous nous dressez un état des lieux qui est très sombre. On n'y peut rien. J'aurais bien aimé dresser un état des lieux un peu plus optimiste, mais quand on regarde autour de nous, quand on regarde chez nous et autour de nous, il n'y a pas grand-chose d'un strict point de vue de la sécurité et de la défense qui insiste à l'optimisme. Les défis de sécurité, les risques, les menaces n'ont sans doute jamais été aussi nombreux, simultanés et si proches. En 2013, le précédent livre blanc avait listé un certain nombre de défis qui allaient être devant nous, en particulier le terrorisme. Mais dans les précédents livres blancs, 2008 et 2013,
si tous les phénomènes qui nous affectent aujourd'hui avaient bien été listés, le terrorisme, le retour des États-puissances, tels la Russie par exemple, le chaos dans le flanc sud de la Méditerranée, Proche Moyen-Orient, Afrique du Nord, Sahel, tout ça avait été, je ne dirais pas anticipé, mais tout ça avait quand même été pressenti. Ce qui frappe quand même, entre 2013 et aujourd'hui, c'est la vitesse et l'intensité avec laquelle ces phénomènes, qui avaient été à peu près identifiés, se sont manifestés. Et ils se sont manifestés jusque chez nous, et d'une façon totalement inédite. Il n'est qu'à se souvenir des attentats, des vagues d'attentats dont nous avons été victimes, nous Français, mais également d'autres pays européens, de façon tout à fait inédite. Le terrorisme djihadiste, ce n'est pas nouveau. On a été frappé en 1995, je le rappelle quand même, dans les années 80, mais jamais de façon aussi forte, avec une telle ampleur, et de façon aussi récurrente, avec une menace aussi présente. Et ça, c'est quelque chose, une menace qui va durer. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc l'état des lieux, il est forcément préoccupant. La menace djihadiste, qu'elle se manifeste par du terrorisme chez nous ou de la déstabilisation comme on l'a vécu en Syrie, Irak, demain ça sera d'autres endroits. Les pertes subies par l'État islamique en Syrie, Irak n'empêcheront pas cette mouvance-là, sous d'autres dénominations, avec d'autres organisations, de se manifester dans d'autres endroits du monde. On observe déjà des mouvements vers l'Afghanistan, qui a une longue tradition en la matière. Mais j'attire votre attention sur le fait que récemment, il y a eu des frappes américaines en Afghanistan sur des implantations de l'État islamique, qui sont relativement récentes, parce que ce n'était pas une terre de prédilection pour l'État islamique, dans laquelle, visiblement, des francophones ont été touchés, sans qu'on en sache beaucoup plus à ce stade. Mais enfin, des francophones qui étaient vraisemblablement issus de la zone Syrie-Irak sont désormais dans le nord de l'Afghanistan. Certains sont déjà en Afrique de l'Ouest. D'autres reviennent par la corne de l'Afrique, Somalie, Soudan, et vont sans doute se reformer quelque part en Afrique du Nord. Et je ne parle pas des réseaux qui restent présents en Europe. Et donc, vous voyez bien que cette menace-là, elle est durable. Cette menace, on l'a nommée. Vous savez qu'il y a souvent un reproche qui est fait aux autorités françaises, quelle qu'elle soit, de ne pas nommer l'ennemi, de tourner autour du pot. Écoutez, nous, on n'a pas... C'est pas embarrassé là-dessus. Hein. On a dit les choses. Oui, la menace terroriste djihadiste est une menace durable. Durable parce qu'elle va se reconfigurer, elle va se disséminer, et on n'en a pas fini. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que c'est à nous d'aller la combattre partout. Les cellules djihadistes qui sont en Indonésie, aux Philippines, en Ouzbékistan, je ne suis pas certain que ce soit à l'armée française d'aller traquer tous ces djihadistes partout dans le monde. Il n'empêche que... on est aujourd'hui confronté à un phénomène mondialisé et durable. Et donc, c'est quand même une des premières menaces que nous avons listées. Nous avons évidemment listé d'autres types de menaces et de risques qui sont bien évidemment l'instabilité qui règne notamment au Proche-Orient et en Afrique, avec le jeu d'acteurs qui sont parfois des acteurs djihadistes, comme ça a été le cas au Mali, ce qui avait entraîné notre intervention en 2013. Mais il y a d'autres facteurs qui jouent. Vous avez des groupes de guérilla beaucoup plus classiques, mais qui prennent aujourd'hui une importance considérable. Regardez ce qui se passe au Yémen aujourd'hui. La guerre au Yémen, elle est entre une coalition avec des États régionaux, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, et une guérilla, la guérilla Houthi, les chiites Houthis, une guérilla qui aujourd'hui est dotée de missiles balistiques. Les guérillas, avant, on imaginait ça comme des va-nu-pieds avec une Kalachnikov et 2-3 pick-up. Ils ont ça. Et ça peut faire mal. Mais ils ont aussi des missiles balistiques et des missiles anti-navires qui peuvent taper des pétroliers ou des navires militaires qui transitent dans les eaux du Golfe. C'est relativement nouveau comme phénomène, c'est très préoccupant, et ça veut dire que vous avez aujourd'hui des groupes armés, qu'ils soient djihadistes ou pas, qui sont capables de mener des conflits et de soutenir des conflits extrêmement virulents dans des zones qui sont des zones d'intérêt stratégique. Vous avez des États-puissances qui s'affirment. La compétition stratégique entre les États n'a jamais été aussi forte. Les Américains qui viennent de faire le même exercice ont mis ça, eux, en priorité 1. Ils n'ont pas mis le terrorisme djihadiste en priorité 1, ils ont mis le retour des États-puissances et la compétition, ce qu'on appelle la compétition stratégique. La compétition stratégique, c'est quoi ? C'est des États, et parmi eux les plus grands d'entre eux, notamment la Russie et la Chine,
qui se dotent de capacités militaires extrêmement performantes, à marche forcée, en ayant beaucoup moins de contraintes budgétaires que nous, et qui n'hésitent plus à faire usage de cette force, qui ont un usage décomplexé de la force, soit pour intimider, c'est souvent de la gesticulation, mais c'est de la gesticulation sérieuse, soit pour s'affirmer et pour intervenir. La Russie est intervenue en Ukraine, elle est intervenue en Syrie, et elle l'a fait à chaque fois de façon pour le moins décomplexée. Bon, peut-être demain, ça sera la Chine, qui s'agite beaucoup dans son environnement. Les tensions en mer de Chine méridionale sont considérables. La Chine qui est présente aujourd'hui, je vous le signale quand même, en mer Baltique et en Méditerranée, c'est aussi un phénomène nouveau. Mais vous avez aussi, en dessous de ces grandes puissances mondiales et aux ambitions mondiales, vous avez aujourd'hui, et c'est aussi une nouveauté, des puissances régionales qui se dotent d'arsenaux militaires considérables. L'Arabie saoudite, l'Iran, les deux pays sont engagés dans une compétition très déstabilisatrice pour l'ensemble du Proche et Moyen-Orient. La Turquie, qui était jusqu'à il n'y a pas si longtemps un allié relativement fiable au sein de l'OTAN, dont on voit aujourd'hui qu'elle mène ses actions de façon totalement autonome et qui obéissent à une logique qui n'a absolument plus rien à voir avec celle de l'Alliance. Donc vous avez un certain nombre de puissances régionales qui s'affirment aujourd'hui et qui s'affranchissent des cadres traditionnels dans lesquels elles étaient insérées, soit des alliances diplomatico-militaires, soit le système multilatéral au sens large. Et ça, c'est un élément très important que nous avons mis en évidence, c'est qu'aujourd'hui, le monde évolue, j'allais dire, sans filet. C'est-à-dire que jusqu'à il y a peu de temps, il y avait un système international qui était à peu près organisé. Ça ne veut pas dire que ça évitait les crises, ça n'a jamais évité les crises, mais ça pouvait amoindrir les effets des crises, ça pouvait éviter leur propagation, et ça offrait quand même un mode de discussion à peu près civilisé. Le système multilatéral, à travers les différentes organisations, l'ONU, qui est la plus globale d'entre elles, mais également d'autres organisations en Europe, comme l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, tous ces forums internationaux qui existent et dans lesquels toutes les puissances sont représentées, sont quand même des lieux qui sont des amortisseurs de crise. Ça ne les empêche pas, encore une fois, mais ça amortit et ça évite la propagation. Aujourd'hui, ce système-là ne fonctionne plus. Et il ne fonctionne plus parce que des États ont décidé de ne plus le faire fonctionner. Et ces États, c'est surtout les grandes puissances. C'est la Russie, c'est la Chine, mais c'est aussi les États-Unis. La Russie a délibérément violé un certain nombre d'accords internationaux en intervenant en Ukraine. Moi, je ne me prononce pas pour savoir si c'était peut-être dans l'intérêt des Russes de le faire. Moi, je constate simplement qu'ils ont violé des accords internationaux et que c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Les Chinois instrumentalisent les organisations multilatérales et le droit international à leur profit. Encore une fois, ce qu'ils font en mer de Chine méridionale, c'est-à-dire revendiquent des îlots, et puis ils font main basse sur ces îlots, ils y construisent des bases militaires, et il n'y a plus de débat après. Vous pouvez faire jouer le droit international, le droit de la mer, tout ce que vous voulez. Eux, ils s'en fichent, ils sont là, ils n'en bougeront plus, et c'est à eux. Et c'est le fait accompli. Et ça, c'est en violation totale de la façon dont on concevait le dialogue multilatéral. Et les États-Unis, eux, ils se sont affranchis du droit international, vous l'avez rappelé, mon général, en 2003, en envahissant l'Irak, ce qui est quand même un événement qui continue d'avoir des répercussions terribles. Mais la nouvelle politique de Trump, c'est clairement de s'affranchir de l'ONU, du carcan des organisations multilatérales et de définir sa propre doctrine. Donc nous voyons bien aujourd'hui qu'un certain nombre, les grands États donnant cet exemple, tous les autres États suivent. Je vous l'ai dit pour la Turquie, elle veut intervenir en Syrie, elle intervient en Syrie, elle demande l'autorisation à personne, et elle s'affranchit des règles de coordination minimale au sein d'une alliance. L'Arabie saoudite veut mener sa guerre au Yémen, elle mène sa guerre au Yémen. L'Iran, elle aussi, avec le Hezbollah au Liban, avec son soutien au régime syrien, dans une logique où ce n'est pas le cadre multilatéral qui compte, c'est l'affirmation de ses propres intérêts qui compte. Et ça, c'est quand même un nouveau monde qui est beaucoup plus incertain. Donc l'état des lieux que nous avons dressé, dans lequel les forces armées françaises aujourd'hui sont très engagées,
peut-être même trop engagé, c'est un état du monde instable et incertain. Durablement instable et durablement incertain. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui, sans être totalement nouveau, est quand même d'une intensité inédite. Et ça fait peser évidemment sur notre diplomatie et sur nos forces armées des contraintes extrêmement fortes. Face à cet état des lieux, qui concerne d'ailleurs y compris le territoire national, et ça c'est aussi une forme de nouveauté, la prévision que nous avons, c'est d'abord que ces phénomènes vont durer, je vous l'ai dit, le monde sera durablement instable et incertain. Mais nous avons aussi identifié un certain nombre d'évolutions qui ne sont pas forcément rassurantes. Alors, et qui sont surtout, j'allais dire, objectivement, des évolutions avec lesquelles nous allons devoir nous adapter, et en particulier adapter notre appareil militaire. Ces évolutions, c'est quoi? C'est d'abord le durcissement, ce qu'on appelle le durcissement militaire. Le durcissement des conflits. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'adversaire que vous pouvez sous-estimer. Il n'y a pas d'adversaire que vous pouvez, a priori, catégoriser comme étant quelqu'un sur lequel vous avez, de façon certaine, un avantage opérationnel, un avantage comparatif opérationnel affirmé. Vous pouvez avoir les technologies les plus sophistiquées avec vous. Vous n'êtes pas sûr de gagner. Regardez l'Afghanistan. Regardez l'Irak. Les déploiements massifs sur des années. Je rappelle qu'en Afghanistan, on y est quand même depuis 2001. Ça fait 17 ans. Les talibans n'ont jamais été aussi forts qu'ils sont aujourd'hui, en dépit de moyens considérables qui ont été déployés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la supériorité, qui a longtemps été le fait d'une avance technologique et doctrinale occidentale, des nations occidentales, cette supériorité n'existe plus de façon évidente. Aujourd'hui, je voulais donner l'exemple des Houthis au Yémen, une rébellion est capable de vous infliger des dommages dignes de ceux que pourrait vous infliger une armée régulière. Aujourd'hui, des groupes armés se dotent d'armes de plus en plus sophistiquées. Il y a un nivellement qui fait que beaucoup de gens, beaucoup d'États peuvent se doter de capacités qui jusqu'à présent étaient réservées à un petit cercle. Nous avons beaucoup insisté dans cette revue sur quelque chose qui, je vous ferai grâce des détails techniques, qui s'appelle l'anti-accès. Le déni d'accès, l'anti-accès, c'est quoi? C'est que avant, jusqu'à il y a très peu de temps, quand vous étiez doté, comme la France, d'une aviation de combat extrêmement performante, plus des missiles, notamment des missiles de croisière, également très performants, vous aviez un avantage pour pénétrer des espaces dans lesquels peu de gens étaient capables de vous opposer une défense. C'est des espaces dits permissifs. Quand nous sommes allés frapper en Libye en 2011, je ne vous dis pas si c'était bien, pas bien, peu importe, mon sujet, ce n'est pas le jugement de valeur sur ce qui a été fait. C'est d'un strict point de vue opérationnel. Vous neutralisez quelques défenses antiaériennes, mais après, globalement, vous évoluez dans un environnement permissif et vous pouvez frapper à peu près où vous voulez, quand vous voulez. Et la plupart des théâtres sur lesquels nous opérions jusqu'à il y a peu de temps étaient de cette nature. C'est-à-dire que nous avions une supériorité opérationnelle qui nous permettait de pénétrer ces espaces facilement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe que de plus en plus de pays, et qui ne sont pas forcément des grandes puissances militaires, se dotent de technologies plus sophistiquées pour dénier l'accès aux puissances étrangères. Il y a un système qui s'appelle le S-400, dont vous entendez peut-être parler de temps en temps. C'est un système russe anti-aérien. Aujourd'hui, vous avez une quarantaine de pays dans le monde qui se dotent de ce système anti-aérien qui ne permettrait plus, en l'état actuel des choses, à nos pilotes ou à notre artillerie de passer ces défenses. Aujourd'hui, nous avons des dilemmes si nous voulons intervenir en Syrie, par exemple. La porte se referme. Elle était un peu plus ouverte en 2013, quand on avait envisagé d'intervenir. Aujourd'hui, mais c'est une image très
très concrète que je vous donne. C'est que vraiment le couloir par lequel on peut passer sans être touché par ces systèmes antiaériens, il est de plus en plus étroit. Mais il faut savoir que la plupart des pays aujourd'hui autour de la Méditerranée, par exemple, qui est quand même notre zone prioritaire d'intervention, se dotent de ces capacités-là. Ça veut dire que dans le monde de demain, il sera de plus en plus difficile d'accéder à des espaces qui aujourd'hui étaient permissifs. Et ça, c'est une révolution considérable. Parce que d'abord, ça veut dire que vous devez essayer de garder une supériorité technologique. C'est-à-dire que vous devez trouver un moyen de contourner ces défenses. Donc vous devez investir dans des systèmes d'armes extrêmement sophistiqués. Vous devez aussi admettre que vous aurez sans doute à subir des pertes plus élevées pour obtenir le même résultat. Ça veut dire que vous devez réfléchir à, d'ailleurs, ce qu'on appelle un système de combat aérien du futur, le SCAF, système de combat aérien du futur, qui ne va pas être simplement quelques avions qui vont pouvoir passer où ils veulent. Il va falloir combiner ça avec des drones de combat peut-être, des drones d'intelligence, il va falloir combiner ça avec des systèmes au sol. Bref, il y a un défi technologique doctrinal sur l'emploi de nos forces majeur. Ça participe de ce qu'on appelle le durcissement du contexte militaire. Le durcissement, il se traduit aussi par plein d'autres choses. Le fait, par exemple, aujourd'hui, que beaucoup de combats que nous avons à mener sont des combats en milieu urbain et qui posent des difficultés énormes. Parce que quand vous devez combattre en milieu urbain, vous avez forcément beaucoup plus de risques de dommages collatéraux. Or, si vous faites trop de dommages collatéraux, c'est-à-dire si vous tuez en gros trop de civils dans une opération militaire, il y a des armées que ça ne dérange pas. Il y a des armées qui ne sont pas comptables de ça. L'armée russe, quand elle pilonne Alep ou Idlib, les dommages collatéraux, ils n'en ont pas grand-chose à fiche. Ce n'est pas le cas pour les démocraties. Si nous faisons trop de dommages collatéraux, c'est toute la légitimité de notre action qui peut être mise en question par notre opinion publique, par des groupes de pression, par des puissances étrangères. Et je ne suis pas sûr qu'un gouvernement démocratique puisse survivre très longtemps pour une opération militaire si son opération militaire génère des dommages collatéraux trop importants. Regardez comment la moindre bavure, alors Dieu merci, nous n'en avons pas, j'ai pas souvenir que l'armée française en ait commis récemment, mais les bavures américaines qu'on signale parfois en Afghanistan ou en Irak, regardez l'impact que ça a. L'impact que ça a. C'est de nature à vous faire tomber toute une opération, parce que la légitimité de votre action est sapée. Et ça tient au départ à un durcissement du contexte opérationnel qui vous oblige à déployer plus de force pour garder un avantage sur l'adversaire, mais dans des milieux que nous ne maîtrisons pas forcément aussi bien que notre adversaire. Donc ça, c'est une difficulté majeure, qui en soi n'est pas nouvelle, mais qui devient de plus en plus systématique. Donc ça, c'est le durcissement. Nous avons identifié le durcissement des conditions du conflit comme quelque chose de tout à fait structurant pour l'avenir. Un autre phénomène que nous avons identifié, et qui est, alors là, pour le coup, relativement nouveau, c'est tout ce qui a... Certains appellent ça la guerre hybride. Moi, j'aime pas beaucoup ce terme. On l'a employé qu'une fois, je crois, dans la revue, et encore entre guillemets. C'est un concept, moi, je trouve qu'il y a un peu de marketing derrière cette expression de guerre hybride, mais nous avons parlé d'ambiguïté. L'ambiguïté, aujourd'hui, elle existe par rapport à la façon dont on définit si on est en conflit ou pas. Les frontières entre la guerre et la paix, aujourd'hui, sont moins tranchées qu'elles ne l'étaient avant. Avant, j'allais dire, quelqu'un vous agresse, bon, c'est clair, c'est net, c'est précis, on vous agresse, et vous identifiez à peu près très vite qui vous agresse, parce que généralement, en plus, l'agresseur, il le revendique. Ou ses intentions politiques sont suffisamment claires pour qu'on sache d'où le coup vient. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'on a tout un spectre d'intimidation, de menaces, de déstabilisation qui s'exerce de façon beaucoup moins matérielle, beaucoup moins évidente. Un exemple très concret, ce qui se passe dans le cyber. Dans le cyber, aujourd'hui, vous êtes attaqué par des hackers individuels, des groupes plus ou moins déterminés, des États, mais des États qui ne revendiquent pas leurs actions et qui se cachent derrière des hackers. Donc,
la Russie fait une attaque massive sur un réseau de communication dans l'espace cyber. Mais vous ne savez pas que c'est la Russie. D'abord, il vous faut déterminer d'où le coup vient, ce qu'on appelle l'attribution d'une attaque. Très compliqué, l'attribution d'une attaque. Ça demande des moyens considérables, technologiques et humains, pour définir, pour tracer d'où vient l'attaque cyber, qui va vous planter des systèmes entiers, qui peut vous planter un réseau de communication, qui peut vous planter les banques, qui peut vous planter vous planter des hôpitaux, tous nos systèmes aujourd'hui sont extrêmement dépendants de cela. L'attaque cyber aujourd'hui, c'est le must de l'ambiguïté. Un État peut vous agresser sans que vous sachiez que c'est lui, sans rien revendiquer, sans vous déclarer la guerre, et pour autant, il va vous faire des dégâts considérables. Ça, c'est l'ambiguïté aujourd'hui. Comment vous arrivez à vous prémunir contre ça? Comment vous arrivez à dissuader ça? Et comment vous arrivez à répliquer à ça? Parce que si vous ne savez pas qui vous attaque, si vous ne connaissez pas non plus l'intention, est-ce que c'est juste un coup d'essai? Est-ce que c'est juste pour vous titiller? Est-ce que c'est juste pour commencer une offensive beaucoup plus vaste? Est-ce que c'est pour vous envoyer un message de dissuasion ou de représailles? Ou est-ce que c'est vraiment pour vous agresser en tant que tel? On est dans un domaine complètement nouveau. Et ça introduit une incertitude incroyable. Et aujourd'hui, on est obligé de développer un panel de technologies pour faire face à toutes les éventualités, mais aussi pour être capable de répondre, ce qu'on appelle la lutte informatique active. Et nous-mêmes, le revendique-t-on, ne le revendique-t-on pas? Affiche-t-on nos capacités, ne les affiche-t-on pas? Restons-nous dans une posture de dissuasion? Comment répliquons-nous à ces attaques? Tout ça, c'est nouveau. On entre dans un monde là qui est nouveau. Mais là, vous voyez bien aussi que l'ambiguïté, elle s'exerce dans tous les domaines de l'information. On parle beaucoup aujourd'hui des fake news. Alors là aussi, il y a un côté anecdotique parfois à tout ça. Mais ce n'est pas neutre pour nos forces armées. Parce qu'on peut subir des opérations de déstabilisation majeures à travers la manipulation de l'information. Regardez ceux dont nos forces armées ont été victimes en termes de rumeurs sur la Centrafrique. On balance une info comme quoi des soldats français ont violé des petites filles ou des petits garçons en Centrafrique, et toute la légitimité de votre opération est mise en question. À l'arrivée, 2 ans d'enquête judiciaire, beaucoup de gros titres dans la presse, des suspicions généralisées, n'ont lieu. On ne sait pas très bien d'où ça vient, comment tout cela a été documenté, mais quelqu'un qui est derrière le lancement d'une opération comme ça de nuisance peut vous porter un tort considérable, considérable. Et j'allais dire, une attaque comme ça peut vous faire plus de mal qu'une attaque physique militaire sur le terrain. Voilà des nouveaux phénomènes qu'on est obligé de prendre en considération. L'ambiguïté, elle tient aussi sur la façon dont on peut saper la cohésion nationale. C'est-à-dire que plutôt que de s'en prendre frontalement à vos forces armées, on va instiller au sein de votre opinion publique des fausses informations, de la propagande, beaucoup d'effets qui vont, j'allais dire, affaiblir la cohésion nationale. Et la cohésion nationale, c'est quelque chose dont nos armées ont besoin. C'est un socle sans lequel, encore une fois, la légitimité de vos opérations est très faible. Et tout ça, ce sont des nouveaux facteurs qu'il nous faut prendre en compte. L'ambiguïté. L'ambiguïté, elle est aussi, y compris dans la façon de faire la guerre. Aujourd'hui, on voit que vous pouvez être victime de certaines attaques de la part de ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des intermédiaires. Les États ont tendance aujourd'hui à ne plus s'engager eux-mêmes, mais à utiliser des intermédiaires. Regardez la guerre que se livrent Arabie Saoudite et Iran. L'Iran va utiliser des proxys, elle va utiliser les Houthis au Yémen, elle va utiliser le Hezbollah au Liban et en Syrie. Voilà. On ne s'engage pas forcément soi-même, mais on s'appuie sur des pions, ça et là. Les Russes évidemment, les Russes sont en Ukraine, mais officiellement, ils n'y sont pas. C'est des Ukrainiens qui ont pris les armes, des Ukrainiens russophones qui ont pris les armes pour se défendre. La bonne blague. C'est pas une blague d'ailleurs, mais personne n'y croit. On sait tous très bien qui est derrière. Mais officiellement, difficile à mettre en cause parce que
C'est les petits hommes verts, on dit, qui sont apparus comme ça. C'est les forces spéciales russes, mais ils ne sont pas avec leur vrai uniforme, ils ne sont pas avec leur vraie chaîne de commandement, ils ne sont pas avec leurs vrais équipements, ils ne sont pas avec les vrais insignes. Donc, tout ça, c'est l'ambiguïté. Et ça, cette ambiguïté, c'est quelque chose avec lequel nous, démocratie, qui avons et qui exigeons beaucoup de transparence, nous avons beaucoup de mal à vivre quand même. Et nous ne sommes pas forcément les plus à l'aise dans ce nouveau mode de conflictualité. Nous avons aussi les problèmes de la prolifération. La prolifération, il ne faut pas négliger ça. La prolifération nucléaire, ça n'a pas bonne presse parce que depuis que les Américains ont envahi l'Irak en 2003 en prétextant l'existence de stocks d'armes de destruction massive qui en fait n'existaient pas, on a tendance aujourd'hui, dans l'opinion publique, à considérer qu'à chaque fois qu'on parle de prolifération, on crie un peu au loup, alors que c'est peut-être pas si grave que ça. Bon, la crise de Nord-Corée est venue nous rappeler quand même que le risque nucléaire, il est là. Et que la prolifération nucléaire, elle a quand même donné des résultats tout à fait angoissants, avec des États qui se sont dotés de capacités dont on ne pensait pas qu'ils les acquéreraient aussi facilement et aussi rapidement, et qui aujourd'hui sont des États nucléaires qui ne sont pas exactement dans la même rationalité que la nôtre en termes de dissuasion. Donc ça, c'est un degré d'incertitude extrêmement fort, et c'est quelque chose qui ne va pas s'arranger. Vous voyez bien aujourd'hui que le programme nucléaire iranien a été momentanément stoppé, et c'est un succès qu'il faut préserver, mais nous voyons bien que tout un tas d'États sont prêts à entrer dans la prolifération pour se protéger, pour dissuader les voisins, voire peut-être pour les agresser. Il y a aussi une nouvelle stratégie américaine qui a été rendue publique il y a quelques jours, où on voit que les Américains considèrent désormais que le seuil d'utilisation de l'arme nucléaire a baissé. C'est-à-dire qu'on voit la Russie, le Pakistan notamment, qui ont fait des déclarations sur le mode nous, on n'hésitera pas à se servir d'armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire pas la grosse bombe, mais des petites bombes, si jamais on est en difficulté sur un théâtre conventionnel. Ça, c'est relativement nouveau. Et donc, ça oblige tous les autres États à dire oula, on est peut-être obligé d'abaisser ce qu'on appelle le seuil nucléaire. Et ça, c'est très préoccupant, parce que ça remet en cause tout ce qu'on avait bâti sur notre dissuasion à nous, qui est une dissuasion de non-emploi en dernier recours et vraiment massive. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec des États qui disent finalement, nous, si on est en difficulté sur le champ de bataille, on pourrait peut-être recourir ponctuellement à de l'arme nucléaire tactique. Ça, c'est aussi quelque chose de très, très préoccupant. Donc, je ne vais pas entrer dans tous les détails, je vais accélérer un peu, mais voilà des évolutions du mode de conflit que nous avons détaillées, que nous avons identifiées et qui, selon nous, sont très impactantes pour nos armées et pour le modèle d'armée que nous voulons. Alors j'en viens justement à ce modèle d'armée. Face à tout cela, face à toutes ces menaces, face aux révolutions technologiques, je n'ai pas mentionné l'espace, j'aurais dû mentionner l'espace, parce que l'espace, on en parle beaucoup là-dedans, beaucoup nous ont dit, vous savez quand même, l'espace, à tous les sens du terme, c'est vraiment loin, quoi. Alors vous en faites peut-être un peu trop sur l'espace. L'espace aujourd'hui, c'est un champ dans lequel tout est permis. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Alors, il faut les moyens de le faire, vous me direz. Mais de plus en plus d'États envoient des choses dans l'espace. Avant, il n'y avait que quelques États qui pouvaient le faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de joueurs. Et il y a même des privés maintenant qui envoient des choses. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours avec Musk. Bon, l'espace, c'est une zone de non-droit. On y fait ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas de droit de l'espace. On peut y envoyer toutes les saloperies qu'on veut, il n'y a pas de droit de l'espace. Il n'y a pas d'organe qui régule ce qu'on peut envoyer dans l'espace. Et dans l'espace, par définition, c'est compliqué de voir ce qui s'y passe. Mais il s'y passe de plus en plus de choses, y compris dans le domaine militaire. Et aujourd'hui, on sait très bien que certains pays sont en train de développer des programmes très sophistiqués de satellites qui pourront neutraliser d'autres satellites. On n'est plus en science-fiction, là. Ça veut dire que sur le champ de bataille aujourd'hui, au Sahel par exemple, qui est un champ de bataille rustique, il n'empêche que la plupart de nos équipements aujourd'hui dépendent de nos satellites, du GPS. Le GPS aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental pour se repérer, pour se mouvoir, pour cibler, pour tirer, pour neutraliser. Aujourd'hui, nos forces spéciales, si elles veulent faire un travail efficace au Sahel contre les groupes djihadistes, elles ont besoin d'instruments dont 90% dépendent de satellites. Si un jour, un État malveillant neutralise nos satellites,
on devient aveugle et sourd. Alors, sur le champ de bataille, mais évidemment dans notre société. Tout ce que je vous ai dit sur le domaine cyber est aussi valable par rapport au domaine spatial. Et donc ça, c'est quelque chose que nous devons prendre en considération. Et là, c'est quelque chose de considérable parce que les investissements sont considérables, la technologie est considérable, et les enjeux et la dimension dont on parle, c'est quelque chose de considérable. Alors on en parle beaucoup là-dedans, mais là aussi, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui ne va faire que se développer. Qu'est-ce que ça impose pour nous ? Pour nous, Français, et pour nos forces armées. Nous avons pris le parti dans cette revue d'affirmer que la force de la France, c'était d'avoir un modèle d'armée complet et équilibré. On parle souvent de modèle d'armée complet, on rajoute toujours équilibré. Ça, c'est un vœu très fort du général Lecointre, et il a raison, parce que vous pouvez avoir un modèle d'armée complet, mais s'il n'est pas équilibré, ça crée des failles. Modèle d'armée complet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France est un des rares pays au monde, et le seul pays en Europe aujourd'hui, à avoir à peu près, j'y reviendrai, l'ensemble des capacités. L'armée française, les armées françaises sont aujourd'hui les seules en Europe et parmi les rares au monde à pouvoir à peu près tout faire. Alors, pas dans la mesure où d'autres peuvent le faire. On n'est pas les Américains. Je vous rappelle, notre budget 34,2, les Américains 700 en milliards. Donc, il faut rester modeste. Mais en tout cas, nous avons ce modèle d'armée complet. Alors, certains esprits un peu grincheux, je dirais, disent, de toute façon, ça c'est de la foutaise, parce que notre modèle d'armée, il n'est pas si complet que ça. On a plein de trous dans la raquette, il y a plein de choses sur lesquelles on ne sait pas si bien faire que ça. C'est vrai. Quand on dit modèle d'armée complet, ce n'est pas dans l'absolu, on sait tout faire. Mais en tout cas, on sait à peu près tout faire, et même là où on a des trous, on est quand même capable de les compenser, très largement, soit par de la coopération avec nos alliés, soit parce qu'on fait différemment. Mais il faut être bien conscient qu'aujourd'hui, maintenir un modèle d'armée complet, ça a effectivement un coût. Et surtout quand ce modèle d'armée complet a été étiré, vous l'avez rappelé mon général, jusqu'à la corde, surutilisé avec pas assez de moyens derrière, et avec des baisses d'effectifs qui ont été enregistrées, vous avez rappelé les chiffres, que bien peu de corporations auraient été capables d'encaisser comme l'armée l'a encaissé. Donc, le modèle d'armée complet, c'est quoi ? C'est pour nous la condition de notre autonomie stratégique. Et vous comprenez bien que dans le monde dans lequel on est, où il y a plus de menaces, il y a plus d'instabilité, il y a plus d'incertitudes, y compris sur nos alliances, parce que nous voyons bien aujourd'hui que la fiabilité de nos alliés, elle est plus qu'elle était. Il nous faut être capables, nous, de nous défendre et d'agir seuls, le cas échéant. Alors, seul, là aussi, l'autonomie stratégique, ce n'est pas l'indépendance et la souveraineté qui nous permet de tout faire tout seul. L'autonomie stratégique, c'est une ambition qui nous permet de faire seul au maximum, et quand bien même nous ne sommes pas capables de faire seul, de choisir comment et avec qui nous le faisons. Et c'est ce que vous disiez, mon général, c'est l'appréciation de situation, la capacité d'apprécier une situation et de choisir, en toute indépendance et en toute souveraineté, comment nous y répondons. Si nous y répondons seuls, si nous y répondons avec des alliés, si nous y répondons avec une coopération à 10, à 15, à 2. Ça, c'est de l'autonomie stratégique. Nous sommes capables de faire ça. Très peu d'États européens sont capables de le faire, quasiment aucun. Un peu les Britanniques, mais les Britanniques dépendent beaucoup des Américains. Donc même si eux, ils ont un spectre aussi de capacités très large, il y a beaucoup de capacités. Si les Américains les leur retirent, ils ne peuvent pas faire. Nous n'avons pas ce degré de dépendance. Nous avons un degré d'autonomie stratégique qui est très fort. Il n'est pas absolu, ni l'autonomie stratégique, ni l'autonomie opérationnelle. Un exemple aujourd'hui, au Mali, au Sahel en général, on intervient massivement et très largement seul, mais il faut bien savoir que si nous n'avions pas certains moyens américains en soutien, nous ne pourrions pas conduire nos opérations. Dans le domaine de ce qu'on appelle l'ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, c'est-à-dire tout le domaine du renseignement au sens très large, nous n'avons pas les moyens suffisants pour faire seuls nos opérations au Sahel. Si les Américains se retirent, nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne pouvons pas tout faire au niveau logistique, au niveau du ravitaillement. C'est des capacités qui nous manquent. Mais en tout état de cause, nous sommes capables quand même de faire énormément de choses, y compris seuls. Cette autonomie stratégique, elle est vitale dans le monde incertain dans lequel nous sommes.
la capacité des autorités françaises à choisir comment elles répondent à une situation et de le faire en toute souveraineté, en toute indépendance, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est ça que nous voulons préserver, c'était un des enseignements de cette revue. Pour ce faire, ça veut dire des investissements dans certaines technologies qui nous manquent. Nous avions des trous dans la raquette, c'est vrai. Nous avions ce qu'on appelle des restrictions temporaires de capacité, des RTC. Bon, il faut revenir dessus. Il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de négliger. Donc il faut remonter en puissance sur un certain nombre de choses qui nous manquent aujourd'hui, que nous avons, mais de façon dégradée, parce que c'est vieilli, parce que c'est usé, parce que ce n'est pas modernisé. Bon, tout ça, il faut le faire. Il faut garder ce modèle d'armée complet, ça me paraît tout à fait fondamental. Et nous avons eu une réflexion sur ce qu'on appelle les 5 fonctions stratégiques. Notre autonomie stratégique repose sur 5 fonctions stratégiques. La dissuasion, la protection, l'intervention, la prévention et la reconnaissance-anticipation, c'est-à-dire le renseignement. Ces 5 fonctions, nous n'y avons pas touché. Et c'est là où on nous a dit, vous n'avez peut-être pas été très révolutionnaire, vous auriez peut-être pu faire preuve d'un peu plus d'imagination. Écoutez, nous, ça nous paraît être une bonne base, un bon socle. Ces 5 fonctions, j'allais dire, décrivent le spectre de tout ce qu'on doit savoir faire. La dissuasion nucléaire, on la garde. Alors, on n'a pas beaucoup développé dans notre revue stratégique parce que le président, dans sa lettre de mission, avait d'entrée de jeu dit que de toute façon, on maintenait la dissuasion nucléaire dans ces 2 composantes, c'est-à-dire la composante sous-marine et la composante aéroportée. L'arme nucléaire doit être délivrée soit par des sous-marins, lanceurs d'engins, soit par l'aviation stratégique. Bon, pas de problème, nous, on n'a pas touché à ça, on n'a pas remis ça en cause. Donc la fonction de dissuasion, on n'y touche pas. Il va falloir la moderniser. Des coûts considérables. Pour les années à venir, on a une bosse nucléaire qui est quand même assez substantielle. Les autres fonctions stratégiques, on a voulu un petit peu les rééquilibrer. Si vous voulez, pour faire court, jusqu'à présent, c'est la fonction intervention qui avait été mise en avant. Parce que, effectivement, ces dernières années, on est beaucoup intervenu. Intervention au Sahel, intervention en Centrafrique, intervention au Levant. Et donc la fonction intervention, c'était un peu la partie noble de l'édifice, si vous voulez. Et après tout, c'est le but ultime de nos forces armées, intervenir, être capable d'intervenir. Donc on a beaucoup tourné autour de la fonction intervention. Les responsables militaires, autour de la table, ont beaucoup insisté pour qu'on rééquilibre les fonctions stratégiques et qu'on mette un peu l'accent sur 2 autres fonctions. La fonction anticipation-connaissance, c'est-à-dire le renseignement. Parce que si on veut être autonome stratégiquement, il faut pouvoir apprécier les situations de façon autonome. Je vous donne un exemple. Ce qui se passe en Ukraine, si vous n'êtes pas capable d'analyser qui fait quoi en Ukraine par vous-même, vous pouvez être entraîné dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Si vous dépendez du renseignement américain pour vous dire ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas idéal quand même. Même chose pour là où on intervient. Si vous n'êtes pas capable d'apprécier la situation au Sahel par vous-même au maximum et que vous dépendez des autres, ça a beaucoup de conséquences politiques, diplomatiques et militaires et opérationnelles. Donc la fonction anticipation-connaissance, c'est quelque chose qui nous semble devoir être rehaussé parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est la base. Et puis la fonction prévention. La fonction prévention, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'on a trop longtemps négligé des atouts considérables et très singuliers à la France, qui sont nos territoires d'outre-mer et les bases avancées que nous avons dans un certain nombre de pays. Il a été, comme budgétairement on était très restreint, c'est un peu là-dedans qu'on a tapé aussi. Je prends l'exemple de Djibouti. Au moment où tout le monde veut aller à Djibouti, les Chinois, les Américains, les Russes, les Italiens, les Japonais, tout le monde veut aller à Djibouti. Les Américains qui ont repris le camp L'aumônier, que certains d'entre vous ont dû bien connaître, il faut voir ce que c'est devenu maintenant. Les investissements américains à Djibouti, c'est colossal, colossal. C'est de là qu'ils mènent toutes leurs opérations sur la péninsule arabique et sur la Corne de l'Afrique. Les Russes font le forcing auprès des autorités djiboutiennes pour obtenir un port. Les Chinois construisent une base pour accueillir 10 000 hommes à Djibouti. Les Japonais,
qui n'ont aucune expansion hors du Japon. C'est très compliqué pour eux constitutionnellement. Les Japonais ont quand même ouvert quelque chose à Djibouti, pour des forces civiles, mais enfin bon, ça ne trompe personne. Et nous, on réduit la voilure, alors qu'on avait un avantage comparatif évident par rapport à tous ces pays-là. Nous pensons que cette tendance-là doit être stoppée. Parce que ce sont aujourd'hui des avantages. Des avantages. Idem pour ce que nous avons aux Émirats arabes unis. Nous avons aussi des choses à Abidjan, des bases avancées, opérationnelles, qu'il nous faut maintenir, voire développer. Et c'est la raison aussi pour les DOMCOM. Aujourd'hui, quand vous avez l'avantage d'être présent dans l'océan Indien, dans le Pacifique Sud, c'est quelque chose que beaucoup de pays nous envient. Alors oui, ça coûte un peu d'argent. Ça en rapporte aussi, parce que je vous rappelle quand même qu'on a la 2e zone économique exclusive maritime au monde, mais il faut encore avoir les moyens de la protéger et de l'exploiter. D'où d'ailleurs dans la LPM, un effort bienvenu pour la Marine nationale sur les patrouilleurs, parce que ça c'est quand même très important. Les sous-marins c'est bien, les frégates c'est formidable, porte-avions extraordinaire, mais parfois on a besoin de bâtiments un petit peu plus rustiques, mais qui vont être très très utiles pour protéger nos zones économiques dans nos DOMCOM. Donc ça participe de la prévention. Donc nous, on veut que la prévention remonte. Et on veut qu'on utilise à plein ces avantages, qui sont des avantages de souveraineté pour la France et que nous devons affirmer. L'autre partie de la prévention, c'est par rapport à tout ce qui concerne l'accompagnement de l'effort militaire. Je vais vous donner un exemple très simple, mais qui est très compliqué, très simple à énoncer, très compliqué à résoudre. Le Sahel. 4000 hommes aujourd'hui, l'opération Barkhane, opération formidable, qui suscite l'admiration de tous nos alliés et de tous les observateurs. Et pourtant, tout le monde est bien conscient que la zone est trop vaste, que les objectifs sont trop vastes, et que ce n'est pas l'action militaire seule de la France qui va pouvoir faire la différence sur la durée. On fait du très bon boulot, au quotidien, mais c'est épuisant, on n'en voit pas la fin. D'ailleurs, je ne sais pas très bien quelle est la fin, il faudrait bien définir la fin. Et surtout, on voit bien que les succès qu'on engrange militairement sont contournés très vite par d'autres problèmes. Donc, typiquement, sur cette zone-là, les responsables militaires sont les premiers à dire « nous, on fait le job qui nous est imparti, le job militaire, mais il y a tout un accompagnement à faire. S'il n'est pas là, on peut continuer autant qu'on veut, on peut taper autant qu'on veut. Le problème reviendra, parce que s'il n'y a pas de développement économique, s'il n'y a pas de bonne gouvernance, si l'État malien ne se déploie pas dans les zones où il est faible et qui donne le prétexte à des groupes pour venir intervenir. Aujourd'hui, vous avez une radicalisation du centre du Mali, alors que traditionnellement c'était plutôt le nord. Aujourd'hui, c'est le centre du Mali qui se radicalise parce qu'il n'y a pas d'État malien au centre du Mali, pour plein de raisons. Et donc, ceux qui prospèrent sur l'absence d'État dans ces pays-là, ça veut dire l'absence de système de santé, l'absence de système d'éducation surtout. Qui vient combler le vide? Des groupes radicaux qui viennent dire, à juste titre, bah regardez, vous êtes sous une armée d'occupation, l'armée française, c'est toujours en plus facile de jouer sur les relents néocolonialistes, et puis en plus, l'État malien vous abandonne. Bah, nous, on ne vous abandonne pas. Donc quand vous avez en plus de généreux financeurs qui viennent ouvrir des écoles coraniques, qui viennent expliquer qu'ils ont la solution à ces problèmes, bah, vous vous retrouvez en difficulté. Et là, vous pouvez avoir l'action militaire que vous voulez, la solution, elle n'est pas là. Et donc ça participe de la prévention, c'est-à-dire l'accompagnement des efforts de nos forces armées. Là où on intervient, il faut qu'il y ait une action simultanée au niveau diplomatique, au niveau du développement, et c'est quelque chose de très important. Alors c'est facile à dire, c'est très compliqué à faire, ça paraît évident quand on l'énonce comme ça, la fameuse approche globale. Dans les faits, notre outil politico-administratif, diplomatico-politique, n'est pas forcément très adapté. On bosse beaucoup en silo. Les administrations sont très imperméables. Quand on se projette à l'extérieur, il y a beaucoup de jalousie, il y a des budgets différents, très difficile de coordonner. Il y a des temps d'action différents. Le temps du développement est un temps très 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 long. L'action diplomatique voudra avoir des résultats immédiats. L'action militaire se situe entre les deux. Bon, il faut coordonner tout ça. Nous plaidons pour qu'il y ait une coordination beaucoup plus en amont.
Et moi, j'étais très satisfait de voir que cette approche-là, elle était portée par les militaires eux-mêmes. Ce n'est pas les civils qui demandent ça. Ils sont conscients du problème. C'est les militaires les premiers qui demandent ça. Et je trouve que c'est parce qu'ils ont beaucoup de lucidité sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent obtenir et les limites de leur action. Et ça, c'est très sain, en particulier dans une démocratie, que les forces armées soient à la fois prêtes à intervenir en tout lieu et en tout temps, mais qu'elles sachent aussi quelles sont les limites de leur action. Et donc la fonction prévention nous doit, selon nous, être rehaussée. À partir de cette revue, la revue, vous l'avez compris, c'est un socle sur lequel le gouvernement doit maintenant faire des options, faire des propositions qui seront soumises à la représentation nationale à partir du mois de mars, des options avec des budgets. La bonne chose, c'est que la promesse de hausse des budgets est là. Donc on inverse la tendance. Ça faisait quand même 2 décennies qu'on était à la baisse. Aujourd'hui, on remonte. C'est-à-dire que l'objectif est d'arriver à 2% du PIB en 2025. Jusqu'en 2022, il y aura 1,7 milliard par an d'injectés en plus dans la défense. Et normalement, 3 milliards après 2022. Alors ça, c'est la petite incertitude quand même. Pas de commentaire là-dessus, mais quand vous avez une marche qui passe de 1,7 à 3, mais que ça concerne le quinquennat d'après, bon, il peut y avoir un peu de tromperie sur la marchandise. Moi, je n'ai pas envie de faire de procès d'intention, ce n'est pas le lieu et le temps pour ça, il y aura eu des discussions politiques autour de ça. En tout cas, le 1,7 milliard pour les années 2019-2022, il est là, et ça permet quand même d'envisager certaines choses. Donc ça, c'est un premier bon point. Le deuxième bon point, c'est que dans la loi de programmation militaire qui est sortie aujourd'hui, les besoins dont le général a parlé et qu'on avait identifiés, les besoins de régénération, les besoins de consolidation du modèle sont clairement exprimés. Et c'est une satisfaction parce que je ne peux pas vous cacher qu'il y a eu une petite tension intellectuelle et politique au moment où on a fait la revue et au moment où s'est discuté la loi de programmation militaire. Vous avez des gens qui disent, écoutez, et les 2 approches sont légitimes, hein. Vous avez des gens, notamment du côté du pouvoir politique, qui disent, écoutez, on va faire un effort qui est inédit depuis 20 ans, on va remonter les budgets, on va mettre de l'argent frais dans la défense. Donc, vous pouvez comprendre que si on met de l'argent frais, on a des exigences supplémentaires, on a des ambitions supplémentaires. Et donc, il y a une tentation très forte, quand vous augmentez le budget, de dire qu'il faut que ça soit très visible. Et généralement, la façon dont c'est visible, c'est de lancer des programmes un peu spectaculaires, c'est de se mettre sur ce qu'on appelle le haut du spectre. C'est des choses, c'est-à-dire très valorisantes, et puis qui parlent au grand public. On aurait pu vous sortir le 2e porte-avions, par exemple. Ça, tout de suite, tout le monde vous... Ah, on met plus de moyens, est-ce qu'on va avoir un 2e porte-avions? On avait l'impression que tout se focalisait là-dessus. Ce n'est pas vraiment le problème. Tout le monde en rêve du 2e porte-avions, mais bon, est-ce que ça rentre dans les clous? C'est autre chose. Est-ce que c'est vraiment le besoin aujourd'hui? C'est autre chose aussi. Donc, il y avait cette tentation-là. Et puis, de l'autre côté, il y avait un constat qui, de mon point de vue, était plus réaliste, qui était celui très largement des responsables militaires, de dire, oui, attention, c'est bien de vouloir faire plus de choses parce que vous mettez plus d'argent. Le problème, c'est que depuis des années, on a fait plus de choses avec moins d'argent. Donc, si vous mettez plus d'argent maintenant, ça va déjà servir à rétablir l'équilibre et à remettre de la cohérence et à remettre à niveau ce que vous nous faisiez faire avec moins de moyens. C'est ce qu'on appelle la régénération, c'est ce qu'on appelle la consolidation. Le chef d'état-major des armées avait plaidé pour ça à Toulon. Je me souviens, aux universités d'été de la Défense, au mois de septembre, ça avait jeté un froid. Parce que tout le monde était un peu tout feu, tout flamme sur le mode il va y avoir plus d'argent, formidable, donc il faut faire plus dans l'espace, il faut faire plus tout ça, le 2e porte-avions. Et François Lecointre avait un peu douché tout le monde en disant, attendez, si on a plus d'argent, on va déjà le consacrer à se remettre à niveau. Et remettre à niveau, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas forcément très visible, ce n'est pas forcément très spectaculaire, mais c'est d'abord améliorer les conditions d'exercice du métier militaire au quotidien. C'est les infrastructures, le confort, entre guillemets, des infrastructures, la protection des infrastructures, des sites, vous en savez quelque chose, mon général. Il y a des besoins considérables qui ont été trop longtemps négligés. Aujourd'hui, oui, il faut mettre X millions dans la protection de nos sites militaires. Oui, il faut mettre beaucoup plus d'argent pour qu'il y ait du chauffage correct partout dans toutes les casernes. Mais toute la fonction publique connaît ces problèmes-là.
Mais l'armée aussi, elle les connaît, ces problèmes. Alors l'armée, on a l'impression que c'est moins visible parce que l'armée, ils savent faire avec la rusticité, c'est pas grave, ils savent s'adapter, puis ils se plaignent pas. Il n'empêche qu'au bout d'un moment, ça pèse quand même. Ça pèse, et ça pèse jusqu'à la façon dont vous préparez vos forces pour les envoyer en opération. Et quand vous rajoutez une opération Sentinelle là-dessus, qui fait que pendant 2 ans, vous êtes complètement à l'os en matière de réserve, d'entraînement et de formation, vous risquez des gros pépins. Donc il faut régénérer tout ça. Et ça, c'est une œuvre, j'allais dire, quasi invisible. Ce n'est pas spectaculaire, ça ne fera pas la une de la presse, c'est des investissements dans le quotidien, dans l'accompagnement des familles, dans l'accompagnement de la condition militaire, dans la revalorisation de la condition militaire. Et ça, moi, je suis très satisfait de voir que ça a été pris en compte dans la loi de programmation militaire. Alors vous me direz, il y a peut-être un aspect de communication, sans doute. Moi, je trouve que c'était un point très important de la loi de programmation, et si on était passé à côté de ça, j'aurais eu beaucoup de doutes sur la sincérité de l'ensemble du projet. Aujourd'hui, je suis satisfait de voir que ça a été mis en priorité 1 de la loi de programmation militaire. Vous verrez les détails au niveau de l'Assemblée nationale, moi je ne les ai pas encore tous, mais je pense que c'est déjà une bonne démarche, et ça prouve qu'il y a des arbitrages qui ont été faits et que les responsables militaires ont été entendus. Il y a aussi des choix qui ont été directement inspirés de notre revue, notamment sur tout ce que je vous ai dit en matière de renseignement. Un effort considérable va être fait en matière de renseignement. On va se doter de certains équipements qui nous manquaient, l'aviation légère de reconnaissance et de renseignement, ça, on avait des manques, et on a des manques pour opérer au Sahel, des drones, certains systèmes satellitaires que nous n'avons pas, des systèmes d'écoute dont nous ne disposons pas aujourd'hui pour affiner nos ciblages. Tout ça est prévu dans la loi de programmation militaire, ainsi que des ressources humaines, près de 1500 personnels. Idem pour le cyber, qui fera l'objet d'une attention particulière. Je vous ai dit les enjeux qui étaient liés au cyber, enfin je vous l'ai dit très brièvement et grossièrement, mais ça figure dedans. L'espace figure dedans. Et puis il y a autre chose qui est très important, c'est que plutôt que de s'attacher à des équipements, là aussi très spectaculaires et très haut du spectre, cette loi de programmation militaire met l'accent sur un certain nombre de matériels et d'équipements qui sont des matériels et des équipements de soutien, des matériels intermédiaires, mais qui font cruellement défaut aujourd'hui. Vous avez parlé à juste titre, c'est l'exemple le plus symptomatique, des VAB. Les véhicules de l'avant blindé, ils ont 40, 50 ans, ils sont très utiles, mais leur entretien coûte de plus en plus cher. Leur mise à niveau pour les adapter aux nouvelles menaces, ça coûte cher également. Et aujourd'hui, il faut accélérer la mise en œuvre d'autres matériels. Il y a un programme qu'on appelle Scorpion qui prévoit tout ce genre d'équipement avec la numérisation qui va avec, qui est un enjeu fondamental, la numérisation de nos systèmes d'armes. Eh bien, il a été prévu d'accélérer la livraison de ces matériels. Et ça, je crois que c'est tout à fait bienvenu. De la même façon que pour l'armée de l'air, il y a un accent particulier qui va être mis sur les ravitailleurs et avions de transport. Évidemment, quand on pense armée de l'air, on pense aviation de chasse prestigieuse, nos Rafales, nos Mirage 2000, c'est formidable, on a des outils extraordinaires. Bon, ce n'est pas ce qui est forcément mis en avant dans la LPM. Ce qui est mis en avant dans la LPM, c'est le MRTT, un avion ravitailleur, dont on a cruellement besoin. Parce qu'aujourd'hui, pour ravitailler nos Rafales, on dépend des autres. Et quand je vous dis qu'il nous faut assurer notre autonomie stratégique, ça passe par là. Donc c'est effectivement peut-être un peu moins, pardonnez-moi l'expression, un peu moins sexy qu'un Rafale, un MRTT. Mais c'est très utile. Et c'est très important pour tenir notre rang. Idem pour les pétroliers et les patrouilleurs pour la marine. Là aussi, c'est peut-être moins sexy qu'une belle frégate, une belle frème. Ça a de la gueule, on voit tout de suite qu'on projette de la puissance. Bon, vous avez moins l'impression de projeter de la puissance quand vous avez un pétrolier ravitailleur. Ah oui, mais si vous n'avez pas de pétrolier ravitailleur pour ravitailler votre belle frème, vous n'êtes pas dans votre modèle d'armée complet et vous n'êtes pas dans votre autonomie stratégique. Et ça figure dans la loi de programmation militaire. Alors, je n'ai pas regardé les détails. Le diable se niche toujours dans les détails, donc il y a certainement des choses qui ne vont pas. Mais pour ce que j'en ai vu, et là je m'exprime, je ne suis pas parlementaire national, donc je n'aurai pas à m'exprimer en tant que parlementaire national sur la revue, sur la loi de programmation militaire, mais par rapport au travail qui a été fourni par la revue stratégique, je trouve que la loi de programmation militaire est en cohérence avec ce que nous avions identifié dans la revue stratégique. Donc ça, en tant que président de la revue stratégique, c'est une satisfaction. En tant que responsable public français, modeste, ça me semble aller dans la bonne direction. À une condition,
c'est que la sincérité budgétaire soit assurée jusqu'au bout. Et ça, évidemment, il y a plein de suspicions, parce que ça n'a jamais été le cas par le passé. Donc on se dit, mais pourquoi ça serait le cas cette fois-ci? Et puis, à condition aussi qu'on ait une pérennité, non seulement dans les engagements budgétaires, mais dans la façon dont sont affirmées nos priorités, et qu'on ne change pas de programme en cours de route. Et surtout qu'on soit ferme sur les commandes de matériel, sur certaines réformes qui doivent toucher aussi la délégation générale à l'armement, sur plein de choses qui touchent le maintien en conditions opérationnelles, des points faibles aujourd'hui de notre système qu'il nous faut améliorer. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc moi, je vois l'esprit de modernisation et d'innovation qui souffle sur le ministère des Armées, c'est très bien. Ça, pour l'instant, c'est beaucoup de mots. Comment ça va se traduire concrètement pour arriver à des systèmes vraiment opérationnels, il faudra voir. Donc un peu de prudence là-dessus, naturellement, de vigilance, normale, mais plutôt un satisfecit par rapport à l'exercice qui a été rendu. Voilà, je n'ai pas parlé d'un sujet qui m'est cher, vous retrouverez ça dans le truc, c'est tout ce qui concerne les coopérations. Parce qu'une des innovations aussi de la revue stratégique, c'est de mettre un accent sur les coopérations internationales, et évidemment en particulier européennes. Sur ce plan-là, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de volontarisme. Moi, je reste quelqu'un de réaliste. Ça va être plus compliqué qu'on ne le pense. Nous avons des partenaires qui n'ont pas exactement la même culture stratégique que nous, les Allemands en particulier. Donc la coopération avec les Allemands est un axe politique extrêmement fort. Je crois qu'il est indispensable. Il faut faire preuve de volontarisme, mais il faut aussi être lucide sur ce que nous pouvons faire à court terme. Et je pense que ça va prendre du temps. Ça ne va pas de soi. Nous n'avons pas les mêmes cultures d'engagement avec nos amis allemands. Et donc, les programmes que nous voulons faire en commun avec les Allemands, c'est tout à fait bienvenu. Mais il va falloir être très vigilant sur qui fait quoi, comment on se répartit les tâches, qui pilote quel projet, quels industriels font quoi, parce que je pense que nous avons des exemples par le passé qui n'ont pas forcément été très probants. Et donc il va falloir éviter de reproduire certaines erreurs, il va falloir être très clair sur le partage des rôles. Mais évidemment, un des apports aussi nouveaux de la revue stratégique, c'est de dire on ne pourra pas tout faire tout seul. Voilà. Par réalisme budgétaire, et puis parce que dans la complexité dans laquelle on est dans le monde, on est bien conscient qu'on ne peut pas faire tout seul partout et dans tous les domaines. Donc il faut de la coopération. Simplement, la coopération, nous, on a demandé à ce qu'elle soit pragmatique et lucide. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, il faut savoir le reconnaître et changer son fusil d'épaule. En revanche, elle doit être pragmatique aussi, c'est-à-dire qu'on doit coopérer là où on en a besoin. Il ne faut pas faire de la coopération pour dire faire de la coopération. Il ne faut pas faire du franco-allemand juste pour le plaisir de faire du franco-allemand. Il faut le faire là où il est utile d'être fait et là où il y a une vraie valeur ajoutée à le faire avec eux. Et s'il y a une valeur ajoutée à faire certaines choses avec des Italiens, il faut le faire avec des Italiens. S'il y a une valeur ajoutée à le faire tout seul, il faut continuer à le faire tout seul. Et s'il y a une valeur ajoutée à le faire avec les Australiens, il faut le faire avec les Australiens. Nous voulons qu'il y ait une vue extrêmement pragmatique par rapport à ça et qu'on ne se laisse pas, si vous voulez, enfermer, soit dans des institutions, autant Union européenne, qui ont leur rôle à jouer, qui peuvent être très utiles, mais qui ne doivent pas être l'horizon indépassable de notre coopération. Ça, c'est une approche relativement nouvelle. Je dois vous dire que quand vous mettez le mot coopération sur la table de la revue stratégique, les militaires regardent ailleurs, les industriels regardent leurs pompes, et il n'y a guère que les diplomates qui disent oui, c'est formidable la coopération. Et tout le monde fait semblant de dire ouais, mais si on... Ah oui, mais coopérer, ça a longtemps été vu dans le système français comme l'aveu d'un échec. Ah ben si on est obligé de coopérer, c'est qu'on ne peut pas faire tout seul. Ça veut dire qu'on n'est pas assez bon pour faire tout seul et qu'on est obligé d'aller chercher des autres. Donc on a un peu renversé la logique en disant non, la coopération, c'est aussi aller convaincre les autres qu'ils ont intérêt à travailler avec les meilleurs, et les meilleurs, c'est nous. Voilà. Bon. Donc, si vous voulez, ce n'est pas incompatible avec l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, l'affirmation de notre autonomie stratégique, elle est là pour faire envie aux autres. Elle est là pour dire aux autres, on assume notre rang. Et on assume notre rang aussi pour vous. Parce que les pays d'Europe qui se sentent vulnérables, ils ont besoin de sentir qu'il y a des pays qui sont prêts à prendre leurs responsabilités. Et la France, si ce n'est pas elle qui le fait, aujourd'hui en Europe, il n'y a personne d'autre qui le fera. Voilà ce que ça veut dire aussi l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, c'est d'abord pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour nos partenaires européens, pour leur dire, il y a un pilote dans l'avion. Et la France, elle a les moyens d'être ce pilote aujourd'hui. Donc il faut croire en nos capacités. On a beaucoup insisté, le général l'a dit, sur ce qui faisait aujourd'hui pas les faiblesses, mais en tout cas les points de vulnérabilité de nos forces armées, de notre système, l'usure,
la sursollicitation, la surchauffe. Moi, je dois dire quand même, les vieux matériels, on a des problèmes. Mais je dois dire quand même, et je conclurai là-dessus, qu'on a des forces armées formidables. Formidables. Nous avons ce que nous faisons aujourd'hui, ce que l'armée française fait en opération, très peu d'armées au monde sont capables de le faire. Très peu d'armées au monde sont capables de le faire. Et je dois vous dire que quand vous allez à Washington, à Londres, à Berlin, parler de ces sujets-là, vous êtes fiers d'être français. Vous êtes fiers d'être français parce qu'ils reconnaissent tous la qualité et l'excellence de nos engagements, de nos interventions, mais surtout, ils reconnaissent une chose qui est fondamentale et qui est difficilement mesurable, c'est la qualité de nos personnels. Et le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, comme François Lecointre, insistait toujours sur le fait qu'on parle de l'outil de défense. C'est une expression impropre, ça donne un côté mécanique aux choses. Ce n'est pas un outil de défense, c'est une communauté de défense. Et c'est une communauté humaine avant tout. Et je dois vous dire, il n'y a aucune flatterie, hein, ce n'est pas un milieu qui... Vous attrapez pas les militaires comme ça. Il n'y a pas de flatterie là-dedans. Mais l'entraînement et la formation et l'entraînement, font que nous avons aujourd'hui une des armées les plus capables au monde. Nous avons une armée qui est capable d'agir, et d'agir à peu près partout. C'est extrêmement rare, c'est extrêmement précieux. Regardez nos amis britanniques, qui étaient sans doute ceux qui étaient les plus proches de nous en termes de capacité, ils se sont éreintés dans des opérations en Irak et en Afghanistan sans renouveler leur formation, leur entraînement, en étendant leurs capacités. Aujourd'hui, ils souffrent, et ils souffrent beaucoup. Et ils nous regardent avec beaucoup d'envie. Avec beaucoup d'envie. Donc moi, je voulais vous dire ça aussi, et c'est difficile à mettre en avant, mais la qualité aujourd'hui de nos forces armées, elle repose aussi dans la qualité des hommes et des femmes qui les servent, et la qualité de la formation et des entraînements. Et ça a été beaucoup pénalisé ces dernières années, et j'espère que dans la loi de programmation militaire, on tiendra compte de ça pour qu'on continue, j'allais dire, à avoir ce degré d'excellence. Voilà. André, je suis désolé parce que j'ai été beaucoup trop long. Comme j'ai vu personne, pas trop de monde piquer du nez, je me dis, bon, je peux y aller, quoi. Donc, voilà, merci de votre attention. Voilà. Alors effectivement, je voudrais bien sûr vous remercier tous les deux, mon général et cher ami Arnaud. Tu as été très complet, vous avez été très complet, et j'avais listé un certain nombre de questions, puisqu'on était en direct sur Facebook, qui concernaient le deuxième porte-avions, le nombre des effectifs. Mais finalement, au fil de ta démonstration, qui nous a, enfin moi en tout cas, m'a un peu glacé au départ, comme la température, et puis finalement réchauffé à la fin, eh bien, quelque part, tu as répondu aux différentes interpellations de ceux qui réagissaient en direct. Donc, en tout cas, un grand merci pour cet éclairage qui, je vous le dis, pour le département, continue finalement un travail qu'on a entamé avec l'armée. En tout cas, un grand merci pour cet éclairage. Et je pense que, eh bien, si certains, les unes et les autres, ont des questions à poser, eh bien on va en profiter, puisque au fond de cette salle, qui reste la célèbre caserne du M, eh bien vous avez un vin d'honneur avec quelques choses qui vont accompagner ce vin d'honneur, et peut-être qu'on pourra prolonger, en effet, si les uns et les autres ont quelques questions à vous poser, pourront le faire à ce moment-là. Un grand merci encore pour vos interventions, et d'avoir pris du temps pour nous, en tout cas. Et puis, à vous toutes et à vous tous, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous le dis, un prochain rendez-vous se dessine.